Tu es né le 12 août 1998, la nuit des étoiles filantes. Je m'amuse souvent à imaginer que tu es venu de l'une d'elles, qui a choisi d'atterrir dans notre jardin. Sortir de sa bulle. Les premiers jours, rien ne nous annonce que ta planète est si différente de la nôtre. Tu as 3 semaines, lorsque nous comprenons que quelque chose ne va pas. Ton absence de réaction visuelle devient évidente. Le diagnostic tombe. Lou est atteint d'une maladie rare, le syndrome de Morsier. Lou est aveugle et il est impossible aujourd'hui de déterminer ses futures capacités intellectuelles. Plus tard, un diagnostic d'autisme sera posé. Déclaré grande cause nationale en 2012, l'autisme affecte aujourd'hui au moins 67 millions de personnes dans le monde. Dans le secteur de la déficience visuelle, le nombre d'enfants identifiés en tant qu'autistes est en nette augmentation. Dès lors, la complexité de l'accompagnement dû à l'interaction entre déficit visuel et troubles autistiques rend le travail pédagogique, éducatif ou thérapeutique encore plus exigeant. À Lyon-Villeurbanne, le CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, accueille un public de 0 à 6 ans avec un objectif, poser un diagnostic et accompagner les enfants ainsi que leurs familles. Elle a 4 ans, malvoyante, fréquente le centre depuis 2 années. Récemment, des troubles du spectre autistique ont été diagnostiqués. Cécile Moraillon-Bochon, directrice adjointe. Le sens de l'accompagnement, il va être d'aider les parents, dans cette toute petite enfance, à faire le cheminement de j'ai un enfant avec déficit visuel, ce qui est déjà quelque chose de complexe, à j'ai un enfant avec un déficit visuel avec un trouble associé. Le risque de se sentir complètement seul, perdu, isolé, évidemment qu'il est présent. Nassira, éducatrice spécialisée, et Cécile, orthophoniste, travaillent avec Ella en tenant compte de son double handicap. On passe devant toi pour te guider. Cécile Néraud, orthophoniste. Le diagnostic précoce, c'est vraiment un enjeu parce que ça va permettre d'établir un plan d'accompagnement très adapté, très ajusté le plus précocement possible. Et également, on sait qu'un enfant pour lequel une intervention va être mise en place précocement, en général, va pouvoir compenser plus qu'un enfant qui aura été pris en charge plus tardivement. C'est le strié. Oui, Strié. c'est strié. Très bien, Ella. Nassira Gréry, éducatrice. L'objectif, tout d'abord, c'est d'évaluer les compétences d'Ella et de partir de ses intérêts pour ensuite utiliser justement ces intérêts pour mettre en place des activités qui l'amèneraient à développer ses sens. On travaille sur le multisensoriel, sur des routines aussi sociales, en ce qui concerne l'autisme plutôt. Qu'est-ce qui joue maintenant, Ella? Ah, losange. Non, Anna. Si. À Nassira de jouer. La sirah de jouer. 3 fois par semaine, Samé assiste aux séances d'Ella au CAMS. Ingénieure de formation, la jeune femme a fait le choix de se consacrer entièrement à sa fille, dont elle observe chaque jour le moindre geste. Samé Weslati. Je me suis dit non, ma fille, elle a besoin de moi. Ce qui était très important pour moi, de travailler, de faire ce que je voulais, ce n'était plus du tout ma priorité. C'est ça qui est incompréhensible et beau, je trouve. Je prends ta main. Tu dis je ne veux pas. D'accord. Tu ne veux pas, on a entendu. Alors, je te le dis alors, si tu veux pas que je touche ta main. Depuis son arrivée au CAMS, Ella a fait de nombreux progrès. Elle initie maintenant des choix de jeu. Elle est plus en interaction avec nous. Au niveau spatial, elle tourne moins sur elle-même. Elle est capable de rester assise pendant plusieurs minutes pour une activité, des choses qu'elle ne pouvait pas faire il y a quelques mois. Tu le lances, le dé? C'est triche. Toutes les semaines, Ella montre des nouvelles choses. Et c'est toujours « Ah, elle faisait pas ça !» Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Même si on se dit après 4 ans, c'est la première fois. Mais c'est bon, c'est pas grave. On est content qu'elle le fasse maintenant. Elle bouge moins, là, maman. Ah, rien à voir.
le visionnage des séances permet d'affiner les objectifs en cours de travail, mais la vidéo peut également aider à poser un diagnostic. Le gros enjeu en fait de l'évaluation et du diagnostic, c'est le diagnostic différentiel. C'est qu'est-ce qui va nous alerter parce que c'est au-delà de ce qu'un enfant déficient visuel ou aveugle a comme comportement habituel. Ce qui rend ça complexe, c'est que non seulement il n'y a pas d'outils validés de diagnostic autiste et DV, mais il y a très peu d'échelles validées du développement de l'enfant déficient visuel. Situé dans le 9e arrondissement à Lyon, l'Institut médico-social Les Primes Verts accompagne des jeunes âgés de 6 à 20 ans, déficients visuels, autistes, voire les deux. Bonjour Océane. Tout au long de l'année, des activités éducatives et rééducatives sont proposées aux jeunes pour leur permettre d'acquérir les bases d'une autonomie dans la vie quotidienne, de compenser leur situation de handicap dans le domaine visuel et psychomoteur, mais également sur le plan du langage et de la communication. Ils bénéficient également d'activités à visée d'apprentissage scolaire et des apprentissages pré-professionnels en vue de leur insertion plus tard dans le milieu du travail. Anne Priolet, directrice. Un enfant qui est déficient visuel et qui de plus est autiste se trouve dans une situation de handicap qui est multipliée par 6. Ce qui est préconisé, c'est une intervention interdisciplinaire. L'ensemble des champs sont travaillés en même temps par différents professionnels qui interviennent soit à différents moments, soit, et en complémentarité naturellement, soit ensemble. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Oui, la baballe. Super, Gabriel. Mélanie Basson, psychologue. Avec Gabriel, qui est un enfant aveugle et qui est plutôt en retrait, ce qu'on cherche à développer, c'est tous les axes autour de la communication verbale et de l'expression. Gabriel, lorsque je l'ai rencontré au Primes Verts pour la première fois, il ne parlait pas du tout. Gabriel, c'est l'œuf, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Bravo, Gabriel. Sur le bras. Le ventre. Oui, le ventre. Le cou. Le cou. Savoir demander un objet apprécié, savoir demander une interaction, solliciter un besoin d'aide, etc. C'est pour nous des choses indispensables qui sont aussi des outils et des moyens de prévenir l'émergence de comportements indésirables, de troubles du comportement dans l'avenir. Donc avec Gabriel, ça peut être présenter un jeu et après l'inciter, le motiver, lui donner envie de demander ce jeu. Le tout étant qu'il fasse l'expérience que s'adresser à l'autre puisse être une expérience agréable et plaisante. C'est un métier passionnant. Chaque jour, on se pose la question de « Ah, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, comment on l'accompagne ? Ah, là, on a une nouvelle question, quels sont les outils qui existent ?» On est dans une recherche-action perpétuelle, une réflexion en continu, et c'est un vrai moment de partage et d'échange aussi avec les enfants. En plus du travail sur le sensoriel, le relationnel et la communication, l'accent est mis sur l'amélioration des capacités de concentration, car chez les jeunes autistes, un apprentissage simple nécessite bien souvent des centaines de répétitions. Anaëlle Pérou, instructrice en locomotion. Avec Lucas, on va vraiment prendre déjà plus de temps pour tout finalement. On va aussi essayer vraiment de lui faire vivre les choses dans le concret, plutôt que d'essayer de lui expliquer de manière théorique. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. C'est ça. Maintenant, guette le mouvement devant-derrière. Il y a le mouvement devant-derrière. C'est parfait. Donc ça, je peux traverser. Au niveau du vocabulaire, il va parfois falloir simplifier. Il faut aussi limiter au maximum les informations transmises, que ce soit dans la même phrase, mais aussi dans la même séance. Quand il y a des troubles associés, on retrouve souvent des difficultés en lien avec la prise d'initiative. Ça va être difficile de se lancer. Il y a vraiment le besoin de l'accompagnement très rapproché. Et puis petit à petit, on éloigne la guidance, on éloigne l'accompagnement. Donc ça se fait très progressivement.
Là maintenant avec Lucas, je peux être derrière sans problème, sans que ça crée d'anxiété. Au départ, c'était pas possible. Bonjour Daphné. C'est Marion. C'est Marion, oui. Ça va? Non Daphné, ne fais pas ça. Voilà. Eleonora est la maman de Daphné, 7 ans. Dans le dispositif de l'établissement, les parents sont des acteurs majeurs et participent activement à l'élaboration du projet de leur enfant. En marge des primes verts, Daphné, aveugle et autiste, est scolarisée 2 jours par semaine en CP dans l'école de son quartier. On va sur le groupe écureuil? Eleonora Desplanches. C'est appréciable. Il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a une ouverture vers les familles, vers l'extérieur. Et vers l'école aussi, ce qui est bien. Aujourd'hui, Eleonora reçoit Valérie, qui s'est battue pour que sa fille Louison poursuive sa scolarité en milieu ordinaire. À l'âge de Daphné, moi je voyais le soir, je me disais bon, super, il n'y a pas eu de problème de comportement, la maîtresse la veut bien demain, je continue. Valérie Lenevé. Louison, elle a parlé à l'âge de 7 ans. Quand on l'a inscrite, elle ne communiquait pas. Ça allait de soi pour moi de l'inscrire en milieu ordinaire parce que je voulais qu'elle soit instruite. Je voulais, deuxièmement, qu'elle soit prise en compte dans la société, qu'elle existe dans la société. Et puis, je voulais qu'elle se socialise aussi. Tu l'aurais vue à 3 ans, à 7 ans, à 12 ans, tu n'aurais jamais pensé qu'elle puisse prendre le bus seule, qu'elle puisse aller en vacances ordinaires avec un groupe d'adolescents ordinaires, qu'elle puisse rester 1 heure assise dans un cours qu'elle ne comprend pas du tout. Je pense qu'elle ne parlerait même pas. Si Louison est parvenue à décrocher son baccalauréat, c'est parce que Valérie a réadapté la totalité de ses cours. Je suis persuadée que la scolarisation, elle est possible, mais si on adapte vraiment les cours à la manière de penser, à la cognition et aux capacités. Tant qu'on n'essaye pas de rendre les élèves à peu près égaux, on enferme ces élèves dans leur handicap. Ces élèves-là seront toujours à côté des savoirs parce qu'on ne les a pas mis à leur portée. J'ai encore une réunion à l'école vendredi et très sincèrement, je ne sais pas où sera Daphné l'année prochaine. Et eux non plus. Eh ben non. Quand je pense que Daphné apprend le mieux avec une relation 1 à 1, et ben l'école, c'est le seul endroit où elle a des heures de travail, entre guillemets, donc de travail éducatif et scolaire en direct avec une personne. Daphné, on met la table. Prends un verre dans le tiroir. Dans le médico-social, elle travaille autre chose, mais elle est sur des tout petits temps. Ils sont sinon en groupe et ils n'ont aucune heure de scolarisation. L'école, pour le moment, est le lieu qui répond le mieux aux besoins spécifiques de Daphné pour apprendre. C'est compliqué à l'école, comme à la maison, mais c'est comme ça. C'est comme ça partout, donc il n'y a pas raison de penser que l'école n'est pas à sa place. Elle est à sa place, comme tous les enfants d'ailleurs. Je veux... Ah, non, je comprends pas, Daphné, parle bien. Je veux un yaourt. On m'a dit, mais enfin l'école, c'est pour apprendre. Mais Daphné apprend. Même si c'est à son rythme, ce n'est pas évidemment au même niveau que les autres, tant pis, c'est pas grave, on avance quand même. On n'a pas le choix. On n'a pas 10 000 autres solutions. Il n'y a pas un ailleurs qui serait forcément mieux, où elle pourrait apprendre mieux, où elle serait plus contente, plus heureuse, où elle ne ferait pas de crise, de troubles du comportement. Ça n'existe pas. On a des difficultés partout, donc c'est à nous tous d'assumer, en tant que parents, en tant qu'éducation nationale, en tant que citoyens. La situation est comme ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de la faire progresser le plus possible pour la rendre le plus autonome possible, évidemment le plus épanouie possible. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est un enfant qui coûtera moins cher à la société française, un enfant qui est plus indépendant et qui n'est pas réduit à attendre, à rester là. Après son baccalauréat, Louison, aujourd'hui âgée de 20 ans, a obtenu un CAP canage-paillage. Tu t'es mis de la musique? Oui, j'ai mis la musique dans ma chambre. T'as mis quoi? La musique classique. D'accord. C'était Mozart, c'était Chopin ou C'était du Chopin. C'était Chopin, du piano. Valérie. Moi, j'ai un grand regret, c'est que Louison, elle est apprise en fonction
de son handicap et pas en fonction de ses possibilités. Je pense qu'elle aurait pu consolider sa pensée, beaucoup plus tirer parti de l'enseignement qu'elle a eu la chance d'avoir. Valérie s'est battue en faveur du vote de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. On y croyait vraiment, on se disait que la loi a été votée, donc plein de choses iront de soi, et puis on s'aperçoit que non, que le retard qu'elle avait, elle l'a toujours, la France. Alors que dans d'autres pays, c'est la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire on essaye de plus en plus de faire vivre les personnes en situation de handicap dans la société, en inclusion. En France, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, à la recherche d'un emploi, Louison a rendez-vous à l'Apridev, une association qui aide les personnes déficientes visuelles dans leur recherche d'emploi. Louison, aujourd'hui, notre entretien va porter sur comment je construis mon projet. D'accord. Elle est accompagnée de Magali, maman d'un jeune autiste et bénévole à l'association Action pour autistes Asperger. Magali Camilla. C'est très compliqué pour les personnes autistes de s'insérer professionnellement. On est capable de fabriquer des murs, des maisons où on met les personnes autistes, alors la plupart du temps avec une déficience intellectuelle en plus. Nous, notre vocation, c'est de sortir ces personnes des murs. Ce sont des personnes qui sont capables d'être dans un milieu professionnel, mais il faut savoir les accompagner correctement. On va s'attacher à ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire dans la vie et tes valeurs à toi. C'est-à-dire des valeurs? Les valeurs, c'est ce qu'on trouve très très important dans la vie. Moi, c'est des grandes idées sur le monde. J'ai pas de valeurs. Alors, tu en as certainement. Par exemple, une valeur qui est importante pour toi, c'est de très bien faire ton travail. Ah, oui. Ça, c'est une super valeur. On intervient presque en interprète. Une personne autiste a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, en fait. Non pas qu'elle n'est pas capable de comprendre les mots, les phrases, mais elle a du mal à se représenter ce que ça veut dire pour elle. Tu es dans un grand atelier. Oui. On te donne une chaise et on te dit... Cet après-midi, la chaise doit être réparée. Je pense qu'il faut plus de temps. Alors, pardon. Alors, dans 3 jours, la chaise doit être réparée. D'accord. Est-ce que ça, c'est un bon rêve? Oui. D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris, Louison. Louison, c'est quelqu'un de très intelligent parce que pour pouvoir s'adapter à 2 handicaps qui sont vraiment compliqués dans le sens où une personne autiste, elle a besoin de voir pour comprendre. Elle n'a pas les codes des relations sociales. Donc Louison, elle doit avoir un caractère vraiment super volontaire. Elle met toute l'énergie qu'il faut pour s'en sortir. C'est vraiment impressionnant. Avec mes 2 handicaps, oui. Ton premier projet, le canage. Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Est-ce que tu as compris à quelle personne tu pourrais apprendre à faire du canage? Aux enfants et aux personnes âgées. Super. Bravo, Louison. Une personne qui n'est pas insérée socialement, elle fait une dépression. À l'hôpital, on donne des médicaments dont ensuite les personnes ne peuvent plus se passer. C'est absolument pas le soin dont elles ont besoin. Une personne autiste a besoin qu'on lui explique comment se passent les relations avec les autres. Donc elle a besoin d'un accompagnement thérapeutique dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Et elle a besoin d'une inclusion sociale. Lou est aujourd'hui âgée de 19 ans et vit à Bruxelles. Sa voix à lui est toute tracée, car en même temps que son handicap, Lou a hérité d'un don particulier pour la musique. Luc Bolland, papa de Lou. Ce talent musical lié à ce syndrome, c'est un cadeau du ciel. Et c'est une perspective énorme pour son avenir. Dès l'âge de 9 ans, il a commencé à jouer sur des plateaux de télévision. Il a fait son premier concert à 14 ans. Aujourd'hui, il en a 19. Et on a un petit carnet de commandes de concerts qui se remplit au fur et à mesure. Donc oui, c'est inouï. L'année de ses 6 ans, et sans l'aide d'un professeur, Lou a appris à jouer du piano de ses 10 doigts. Doté d'une faculté de mémorisation exceptionnelle, il est capable de rejouer n'importe quel morceau. Lou. C'est cool, pour faire plaisir aux gens aussi, faire plaisir à moi et surtout pour les autres. Ça me donne un équilibre dans la vie, ouais. Faire de la zik, c'est kiffant, comme disait Niska.
le rappeur. Faire l'argent, c'est kiffant, mais aussi faire de la zik, c'est kiffant aussi. Je voudrais être chanteur, mais je voudrais aussi, un jour, si c'est possible, mais j'aimerais rencontrer Gradure, mon rappeur préféré. Je suis pas pour la violence, mais ça m'arrive que pour me défouler, j'écoute ça. Ma prochaine chanson va s'appeler « Mes gros mots ne sont pas des insultes », parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut pas confondre gros mots et insultes. Ah, je crois qu'il y en a une. C'est réel. Avec son oncle, Lou travaille le français en s'amusant avec les rimes. Moi, je suis un fan inconditionnel. C'est beau, non? Ouais. Est-ce que c'est vrai? Depuis septembre, il est scolarisé à domicile avec le concours d'enseignants professionnels et de bénévoles. Luc revient sur le parcours compliqué de Lou au sein d'un établissement spécialisé dans la déficience visuelle. Luc. Quand on se retrouve à cheval sur deux types de déficiences, il n'y a tout simplement rien. Mais il n'existe aucune institution spécialisée dans ce type de domaine, et encore moins face à un handicap orphelin comme celui de Lou. Je te présente Oscar. Alors, quoi? Je te présente Oscar. C'est qui lui? Il est là? Il est là, il est là. Bonjour Lou. C'est un petit squelette. Tout le cursus scolaire a été relativement catastrophique parce qu'aucune compétence par rapport à sa déficience mentale et surtout aucun respect de notre compétence de parents. Il y avait quelque part un abandon complet par rapport aux possibilités. C'est la maman de Lou qui a appris le braille à Lou. Mais ces 2 dernières années, Lou a également souffert du manque de pédagogie de certains professeurs qui utilisaient ses peurs pour le réprimander. Le jour où on lui a annoncé qu'on le déscolarisait, il a fait des bonds en l'air. Et depuis lors, il est mais beaucoup plus apaisé. On a fait du sur-mesure. On voit en 3 mois, les progrès qu'il a faits sont hallucinants. Un petit peu en bas, là. Le bas. Le pied, il est accroché à quoi? Le tibia? Voilà, tu l'as. Tiens, je te donne le... Attends, je crois que c'est le tibia, ça. Attends, Oui, tu as trouvé le tibia, c'est très bien. Mais étudier à la maison n'est pas synonyme de vacances. Mon père, il m'a engueulé, il m'a dit « Oui, mon vieux, ton plus gros défaut, c'est la paresse, ok? Et ça me fait chier, ok? Et si tu n'y mets pas du tien, on n'aura pas d'autre choix que de te mettre dans un centre pour handicapés, ok? » Et elle était furieux. J'étais dans la merde. Faut aussi de temps en temps se faire botter le cul par ses proches aussi, hein. Oui, c'est clair qu'on doit lui botter les fesses amicalement, régulièrement, parce qu'il faut sans arrêt le recadrer, le recentrer, lui refixer les objectifs qu'on a décidés avec lui. Pourquoi apprendre? Lou ne se pose pas de questions sur le qui suis-je, où vais-je, que fais-je. Oh, ça écoute du rap, là. Ah ouais. On a très vite compris que Lou vivait essentiellement dans la sphère émotionnelle, récréative et créative, et pas du tout dans le rationnel. On a constitué notre propre mode d'emploi avec Lou, fait de rites, de cadrage, d'organisation temporelle très précise aussi. Pour lui, c'était extrêmement important. Comme c'était un enfant extrêmement anxieux, on l'a très fort câliné, très fort rassuré. Et je dirais, sa rationalité, elle commence seulement à arriver aujourd'hui. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on parvient réellement à avoir de bonnes discussions avec lui, on parvient à le raisonner sur des comportements ou sur des choses. Avant ça, c'était au gré de ses humeurs et de ce genre de choses. Aujourd'hui, du haut de ses 19 ans, on a encore un champ de progression qui est colossal. Mais au-delà de 20 ans, quel avenir pour ces jeunes adultes, quand l'accompagnement devient quasi inexistant? Études, emploi, logement, bien plus qu'entre les murs d'institutions spécialisées, rares et souvent inadaptées, c'est dans une intégration réfléchie au sein d'une société ouverte que les parents rêvent le futur de leurs enfants. Alors, bande de vénards, bande de pachibouzouk, comment vous allez? Ça fait très plaisir, je vous kiffe. Ensemble, on va oublier toutes nos emmerdes. Salut poto, moi je m'appelle Lou. Peut-être que tu me crois fou ou relou. La vie m'a juste foutu un coup.
Du coup, j'ai peur de rien et de tout. Sans le savoir, je suis né dans le noir. En l'amour, j'ai mis mon espoir. Car dans ma vie, en toutes circonstances, je n'ai d'autre choix que de faire confiance. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets / Est-ce que vous êtes là? Auteur, réalisatrice et images, Christine Stromboni. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.